ne sais pas si je vais y aller finalement. Je me pose toujours des questions et je me dis, bon, à quoi ça sert encore ? À quoi ça sert encore aujourd'hui d'aller voter ? Bon. Puis parfois je me dis, allez Véronique, vas-y, viens y aller. Allez, vas-y. Parce que aujourd'hui, qui veut voter encore aujourd'hui ? Vous ? Votre frère ? Votre beau-frère ? Le voisin ? Écoutez, mon boulanger vote à droite. Eh bien, je lui achète du pain parce que je suis libérale dans le bon sens. Je suis libre, libérale, libre. Certains oublient le jour des élections et préfèrent se promener dans les jardins, visiter des monuments ou rester au lit. Ainsi, ils donnent des voix à un parti dangereux et se rattrapent avec un candidat médiocre. Les Français regrettent d'avoir préféré la campagne à l'école communale où il était possible de voter un 21 avril. Le dimanche entier, jusqu'à 20h. Ils ont préféré la grasse matinée à leur destin. C'est désespérant. Le rituel écolier, les bulletins roses, les bulletins bleus, tout ceci, ce protocole devrait susciter un sentiment de république. Dire oui ou non à un programme, un candidat, c'est exaltant. Entre les deux, il arrive que l'on cherche autre chose, un logo, le plat préféré de votre candidat. Mais si votre candidat ne lit pas La princesse de Clèves, si son seul espoir est le pouvoir, que fera-t-il une fois qu'il occupe le trône ? L'homme qui gagne les élections est-il différent de celui qui provoque un coup d'État ? Ce qui relevait d'un petit projet, que devient-il, ce projet, une fois qu'on occupe le trône ? Au moment d'une élection, vous misez sur une personne en qui vous avez confiance. Cet homme n'est pas votre ami, n'est pas votre amant. Vous n'avez jamais senti sa sueur ou sa poignée de main au marché le dimanche matin, mais dimanche prochain, vous voterez pour lui. Amis du peuple, le mal est dans la chose même, et le remède est violent. Il faut porter la cognée à la racine, faire connaître au peuple ses droits et l'engager à les revendiquer. Lui mettre les armes à la main, se saisir dans tout le royaume des petits tyrans qui le tiennent opprimé, renverser l'édifice monstrueux de notre gouvernement, en établir un nouveau sur une base équitable. Il s'agit de dédommager tout un peuple de l'injustice de ses oppresseurs. Avec Jean-Paul Marat et l'ami du peuple, unissons nos forces. Le jour J arrive, vous êtes émus. Comme en 1789, vous allez choisir un représentant et cet événement suffit à vous rendre heureux. Certains portent une chemise blanche pour l'occasion. Parfois, on ne sait plus si on doit choisir le responsable syndical ou l'homme qui descend les marches de Matignon. La plupart de ceux qui prônent l'égalité savent qu'une fois sur deux, ils mentent. Même les croyants n'y croient plus. Seuls, les électeurs, rasés de près, croient encore à quelque chose, docile, devant l'isoloir, comme le jardinier dans un film de Jacques Tati. Le suffrage universel met tout le monde au même niveau de déception ou de victoire. Il suffit de lire un nom sur un bulletin, puis de rentrer à la maison, changer l'eau des fleurs, donner à manger au chat, attendre 19h55 devant la télévision. Si un mauvais candidat sort de la boîte, tant pis, vous changerez de chaîne. Les déçus de la politique aimeraient s'en remettre à la providence. Providence, mot magique, majestueux, qu'on aime prononcer comme on aime écrire de belles phrases. Au XVIIIe siècle, Saint-Just, disant doucement « Providence », a fait naître des fleurs. Regardez son portrait. Une beauté
d'une espèce particulière, qui ne plaît peut-être pas à la foule, mais sûrement à Dieu. Certains croient que le dimanche a été inventé pour ne plus penser à la politique. Cet arrêt hebdomadaire aurait été conçu pour la messe, la pêche, se recueillir ou savourer pleinement la providence. On a programmé les élections le dimanche pour vider les églises, éviter l'ennui, les promenades en barque. Rarement providentiel, votre candidat fait campagne en vue de gagner. Cela n'a rien à voir avec l'idée d'aller à la campagne le dimanche ou de rejouer les campagnes de Napoléon en costume avec votre petit-neveu. Pourquoi ajouter un aspect militaire à ce qui relevait du temps de Rousseau, du bucolique et de la lenteur ? Aujourd'hui, on constate une baisse de l'influence de la Providence, une crise des vocations, une chute des pouvoirs publics. Depuis 2008, la montée de la finance augmente le risque des petits épargnants. Où est passé l'État qui permettait de pallier aux insuffisances de Dieu et la morgue des banques? Comme les croyants qui pensent à Dieu, les citoyens pensent à leur candidat qui leur propose une vie meilleure. Spinoza écrivait ceci : « Dieu est une chose pensante. Or, l'homme pense également, mais n'est pas une chose. Donc, il devrait se passer de Dieu. Malheureusement, le plus souvent, l'homme se voit tout petit. Il a besoin d'un représentant plus grand. C'est simple. Il a fait naître la démocratie parce que Dieu ne lui était pas apparu quand il en avait besoin. La démocratie plus accessible est plus accessible que l'Église parce qu'elle permet de réfléchir aux vraies questions. L'école, les impôts, le syndicalisme, on a le droit de ne pas être d'accord. À la messe, c'est impossible parce que tout le monde chante en même temps. En politique, on est préoccupé par ce qui se passe ici et maintenant. Et comme en religion, on utilise également le mot « élu ». Les députés sont élus. Les ministres, les prêtres, les secrétaires d'État, les maires, élus par Dieu, Moïse prend son peuple par la main, franchit l'Égypte, la mer s'écarte, l'eau coule, les plantes poussent, le peuple est content. À Damas, saint Paul prône l'amour au détriment de la loi. Un peu plus tard, saint François décident d'épouser Dame Pauvreté. Tous, ils flottent et sont heureux avec une barbe longue ou une assiette dorée sur la tête. Plus on remonte dans le temps, plus on comprend que la politique ressemble à une promenade. Qu'un homme s'arrête en chemin, contemple un olivier, parle aux oiseaux, et la politique existe, sous les habits de la religion. Derrière, une seule parole, un maximum de suffrages. 1. Quand je parlerai dans les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point et ne fait rien de malhonnête. Spinoza nous dit également que les sujets aiment la société civile, mais craignent la puissance du pouvoir. Pourquoi ne pas augmenter l'amour et minimiser la crainte ? Les patrons devraient se mettre au niveau de leurs employés, comme ceux qui récemment ont organisé des stages de sieste entre 13h30 et 14h pour les enfants de salariés stressés. Le citoyen d'aujourd'hui aspire à une existence qui ne se réduit pas à la circulation du sang. La station debout permanente, il n'en veut pas. Il ne souhaite pas attendre le RER chaque matin. La société civile de Spinoza consiste, avec 3 siècles d'avance,
a refusé d'être serré contre ses semblables aux heures de pointe, a proposé une pastille Vichy à son voisin de métro. Regardez, si j'agis d'une manière qui affecte les autres de joie, je serai affecté moi-même d'une joie accompagnée de l'idée de moi-même comme cause. Cela créera peut-être un cercle de bienveillance et fera peut-être fléchir le pouvoir des banques. Ainsi retournés, les principes de Spinoza nous apportent quelque chose pour comprendre la vie d'aujourd'hui. Même si le salariat et le syndicat sont des notions trop récentes pour les lunettes du grand philosophe encore envahi par l'idée de Dieu, sa philosophie a permis de rendre possible le minimum vieillesse, les allocations aux handicapés, l'exonération d'impôts sur les revenus modestes. Le bien et le mal, la morale, la vertu, toutes ces notions sont communes à la religion, à la philosophie et à la politique. L'Amérique prend ses dispositions pour stopper le mal, c'est sa conception du bien. Dieu est partout en Amérique, sur les billets de banque, dans les discours, sur les petits drapeaux. Lorsque la démocratie prend l'aspect providentiel de la religion, elle s'en remet à l'Évangile. Noter les bons élèves, montrer les repentis, donner une chance aux anciens alcooliques qui se présentent sous la bannière républicaine. Sur ce principe, les agences de notation imposent leur morale au marché mondial en décidant que tel État est bon parce qu'on peut y investir. Le Portugal est mauvais. La Grèce est pire. Il mérite une punition. Est-ce écrit noir sur blanc dans les évangiles ? Si vous baissez les taux d'intérêt des pays endettés, vous passerez d'une logique punitive à une logique de pardon. Le pardonné, pour exister, a d'abord besoin d'être puni. De l'Ancien au Nouveau Testament, l'humanité s'est construite sur les notions de dette, rachat, récompense. Une fois que la providence s'éclipse, que faut-il faire ? Assaillir les banques ? Piller les centres commerciaux ? Organiser les émeutes du désespoir ? Comment rendre compte de la colère du peuple ? Peut-être pas avec de la poésie. Un poème n'est pas suffisant dans ce cas. Les romans vous permettent l'évasion, les essais vous aident à réfléchir. Mais la poésie, que me procure un poème quand ça ne va pas ? Si je proclame « Levez-vous, camarades », vous n'allez pas forcément réagir. L'otage qui a gravé avec ses doigts quelques vers sur les murs de sa prison se rend compte, une fois libéré, qu'il a rempli un carnet entier. Les ravisseurs ont gardé ce journal qui recelait peut-être de magnifiques poèmes. Pour être un poète politique, il faut avoir des choses essentielles à dire, que ces choses soient révélées au public. Populariser le message. Les idées fortes s'exprimeront à travers les essais, les débats, les discours. Dans la poésie, elles ne s'expriment pas de la même façon. En m'intéressant à la Révolution, j'ai pensé que mes phrases allaient devenir moins belles, pâlir, devenir prosaïques. Il fallait qu'elles deviennent simplement efficaces pour me prouver que j'avais raison. Raison de dire que les hommes font la révolution parce qu'ils sont en colère, que seule la colère est le moteur de l'action, et que si vous n'êtes pas en colère, vous restez chez vous. La colère active une électricité qui perd en beauté ce qu'elle gagne en emportement. Celui qui s'adresse au peuple veut convaincre, faire cesser ce flux qui déborde, partout, à la maison, dans la rue, le métro. La moindre injustice le fait réagir. Et alors, il appartient au cercle des justes, des inspirés, des initiés. En ce sens, la révolution se rapproche de la religion. Les hommes en colère commencent par manifester, puis ensuite, ils inventent des solutions à plusieurs. Charlotte ? Je peux te lire 3 trucs ?
3 seulement, hein. Quelquefois, les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines. Il y a ça aussi, tout pouvoir qui ne tolère que nos faiblesses doit être détruit. Et enfin, il semble que ce soit le sort inévitable de l'homme de ne pouvoir être libre nulle part. Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte? D'abord, vous pouvez convaincre vos amis, la famille, puis le quartier. Le pays entier viendra peut-être. Vous rassemblez vos copains qui parleront éventuellement des élections de l'an prochain. Les présents parlent des absents, puis les sujets s'orientent vers le cinéma ou la littérature. En cas de crise, la politique gagne du terrain. Chacun donne son avis sur l'Europe, la monnaie unique, la grossesse de Madame la Présidente. Lorsque le fait divers s'accouple à la politique, on obtient 2 sujets en un et les conversations s'animent. Vous vous souvenez de l'affaire Levinsky et l'affaire DSK? Elle a provoqué une nuit blanche chez vos invités. On a évoqué les épouses pardonnant à des maris volages leurs pulsions infantiles. On a apprécié le tailleur d'Hilary, la teinture d'Anne Sinclair. En revanche, le chignon de Sarah Palin, qui tient avec du gel, n'est jamais évoqué dans les dîners en ville. D'ailleurs, à 2h du matin, tout le monde s'en fiche. Plus personne ne parle de littérature ni de la dette grecque. On préfère les sujets proches du magazine Voici. Les hommes politiques aiment attirer les foules et raconter des histoires, ce qu'il y a de pire dans le roman avec le suspense du fait divers. Regardez, Sarah Palin, sa fille, sa vie, un roman. Bristol, c'est pas la fiche Bristol, mais la fille de Sarah Palin s'appelle Bristol. Bristol, oui. Bristol, fille aînée de Sarah, 17 ans, enceinte, est un personnage de fiction idéal pour susciter votre compassion. On s'attache. Imaginez votre fille dans la même situation. Que feriez-vous ? Elle pourrait devenir une héroïne familière dans une nouvelle, un téléfilm, dans la série Bristol et Sarah, Isabelle Huppert et Emmanuel Béard à tour de rôle. Les anecdotes ainsi transformées rendent la politique accessible, comme le cinéma rend la mafia convaincante. Nous aimons les personnages dangereux. Nous voulons des politiciens à risque. Menotté devant les caméras du monde entier, l'homme politique déchu est indépassable, plus héroïque que Lucky Luciano, plus naturellement non rasé, naturellement abrupt et attachant. Le héros déchu oblige à choisir son camp, comme la politique vous oblige à identifier vos ennemis. Quand les politiciens veulent se mettre au niveau des écrivains, ça devient de la mauvaise littérature, mais ça procure du succès parfois. Lorsqu'un ministre écrit des poèmes, c'est ringard. Lisez Villepin ou consultez l'anthologie de Georges Pompidou. C'est convenu, ennuyeux. On m'a offert ce recueil quand j'étais petite. Je l'ai perdu, mais ça ne m'a jamais embarrassée. Aujourd'hui, la plupart des lecteurs veulent une littérature divertissante, une poésie qui enflamme. La politique vient après. Les lecteurs se fichent des notions comme le vrai, le beau. Le romancier à succès se contente de vous accrocher avec une romance, une autofiction bien construite. Le poète, lui, s'enferme, il vagabonde dans les contrées du vers, de la coupe, de l'enjambement lent et compliqué. La politique, il s'en fiche. L'écrivain souverain rime avec désir, paysage, beauté. Il contemple la vue, ferme la fenêtre, retourne à sa table. Le poète fait des efforts pour couper ses phrases au bon endroit et on lui dit « ta poésie est jolie », mais il a peur de paraître cucu. Il ne devrait pas. Vous ne vous rendez pas compte que la poésie exige un long travail de préparation quand la narration demande simplement qu'on se laisse aller, un fil dans la main et ça tient.
le poète est dans un état originel permanent. Il éprouve le matin, tous les jours, lorsque le roman indique des horaires à ne pas dépasser. Les beaux discours politiques peuvent atteindre des sommets, mais ils sont rares aujourd'hui. On doit se contenter des petites piques de Mitterrand, des faux clins d'œil de Sarkozy, des lunettes de François Hollande. Pour convaincre, il faut être affirmatif et ne pas négliger le drapé. L'émetteur doit tenir son discours bien droit pour affranchir le récepteur et le peuple, qu'il faut savoir ressentir de l'intérieur. Qui se souvient que Robespierre a dit « Je suis le peuple ». À une époque où on pouvait exprimer ses convictions, utiliser de belles phrases, Robespierre fut une leçon de vie et de poésie. Certains électeurs, aujourd'hui, avant de voter, aiment regarder les guignols. Les guignols de l'info sont l'oxygène des Français désorientés. Est-ce qu'ils dérangent quelque chose ? Comment réagissent les originaux ? Lors d'un pince-fesse à l'Élysée, le président a avoué en avoir marre de se faire allumer, ce qui prouve qu'il regarde le grand journal et qu'à 19h05, sa journée de travail est terminée. Un petit guignol s'agite au fond de chacun, usager, chômeur, citoyen. À quoi bon la sueur et la gesticulation ? L'homme politique manipule le pantin électoral qui s'excite en lui. Plus les échéances approchent, plus la gesticulation est grande. Quand on se fait manipuler, on se dit « je me suis fait avoir ». Les salariés sont manipulés par la finance mondiale, les gouvernements anxieux, le pouvoir économique manipule le pouvoir politique, mais comme personne ne comprend l'économie, tout le monde se fait avoir. La marionnette de 20 heures, qui présente un fait divers, un magazine, un attentat, nous rassure. Nous aimons les slogans, les tremblements de terre, les coups d'État. Nous aimons les révolutions, depuis le salon, qui nous protège des remous extérieurs. Nous baignons dans l'insécurité, mais nous allons au cinéma, au spectacle, nous lisons des livres. Florence, souvenez-vous, vous aviez 18 ans, vous avez fait un chèque sans provision. Vos parents ont épongé, ce serait impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques n'approvisionnent plus. Qui est responsable ? Les banquiers ou les petits actionnaires ? Vous voyez votre banquier sur le quai, prêt à s'enfuir avec une grosse valise ? Faut-il l'arrêter à l'aéroport, l'empêcher de partir avec 9 millions d'euros en poche ? Comment allons-nous occuper les patrons en prison ? Leur proposer un atelier d'écriture ? Un Monopoly ? Les riches sont gentils puisqu'ils contribuent à la subsistance des pauvres. Pour cette raison, il faut reconnaître leur sacrifice. Charge de l'entreprise, salaire de l'homme qui promène le chien. En cas de crise, leurs actions s'effondrent, il faut les aider. Désespérés, certains n'hésitent pas à se rendre au Maxi Discount pour un événement jamais vu. Certains se ruent sur les bons de réduction, d'autres se mêlent aux habitués des restos du cœur, on joue au blackjack, il y a entraide, bonhomie, bonne humeur. Autre conséquence de la crise, un banquier a licencié l'employé qui promenait le chien de sa femme, a mis le chien en vente, mais on ignore ce qu'il a fait de sa femme. Lorsqu'il y a déclin, il y a désespoir, et le désespoir peut conduire au suicide. Renonçant à leur parachute, certains patrons bloquent le système d'ouverture et s'écrasent sur leurs salariés. D'autres adoptent le saut à l'élastique. On a retrouvé une chaussure patronale au fond d'un puits. Si vous êtes en colère aujourd'hui, allez-vous avaler des champignons hallucinogènes et filmer votre délire sur YouTube ? Ou alors vous identifiez au lycéen qui tire sur ses camarades ? Au collégien de ZEP ? À n'importe quel otage dans le monde ? Préférez-vous manifester debout ou calculer votre facteur de risque assis devant l'ordinateur ? Si vous transformez votre activisme en activité commerciale avec un nouveau crédit, vous rachèterez l'ancien.
Ainsi, vos désirs seront regroupés par mensualité. N'est-ce pas remarquable ? Vous contribuez à la dépense de l'État en remboursant vos dettes et en contractant d'autres dettes à l'infini. Nous vivons les yeux rivés sur la croissance, le CAC 40, l'absence de régulation, le costume fripé du banquier et la déprime du trader. Retournons nos poches pour trier les ingrédients d'une civilisation plus juste, plantons de nouvelles espèces, repensons les besoins et les services. Pourquoi ne pas faire l'école chez soi ? Pour remettre en cause le paquet fiscal, il suffit de se lever à 6 heures, arrêter de fumer, ne plus utiliser Internet. Décroissez. Votre mari deviendra plus petit, plus gentil. Vos enfants liront tout l'univers. Les vitres de la maison reflèteront le sourire du chat. Plus jamais d'acide gras, fermeture de la bourse, engloutissement des paradis fiscaux, ces mesures vous conviendront. La technique du don, les rendez-vous spontanés, les blagues de comptoir. En 68, vous vous rappelez, De Gaulle s'enfuit 24 heures. On croit qu'il va à Colombey, mais non. Les communistes peuvent tenter un coup d'État, ils ne le font pas. Mitterrand souhaite l'union de la gauche, il échoue. Longtemps, j'ai cru que la politique était réservée aux hommes tristes, sérieux, cravatés. La politique de mon enfance était incarnée par des hommes, en par-dessus, sous la pluie, dans la cour de l'Élysée. Un grand chauve, on me dit que c'est le représentant le plus important de France. À côté de son mari, Yvonne n'a rien de sexy, ni de joyeux. Et la politique non plus d'ailleurs. Pas plus que les cheveux plaqués en arrière de Chaban-Delmas, ni les gros sourcils de Pompidou. La politique s'éloigne. Je me rapproche de la littérature parce que les enfants aiment d'abord les monstres et les histoires. La citoyenneté, l'école, le pouvoir appartiennent à un autre monde. Si Sarah Palin avait lu des histoires à sa fille, elle n'aurait pas dérapé. La politique est revenue plus tard avec les espions, les gardes du corps, les détectives, les années 70, les hommes virils. Ce n'était pas Giscard, non, mais le charme de Manix. Lorsque Dallas a envahi le petit écran, l'Amérique a montré son visage libéral. Il a fallu éteindre et retourner à la littérature. Le détective au grand cœur, c'était fini. Est-ce que les hommes font de la politique parce qu'ils sont malheureux en amour, pour conquérir la célébrité, et les femmes ? Le vertige collectif est-il plus intense que le bonheur individuel ? Est-il vrai qu'en public, les défauts ne se voient pas ? Et les femmes, comment font-elles ? Interrogez une femme seule. Son mari regarde le rugby tous les soirs. Est-elle victime ? La suspicion commence par un petit blanc dans la vie de quelqu'un. Ce blanc grossit, le citoyen s'exprime et dit que quelque chose ne va pas. Une femme belle, les bras nus, monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Que faites-vous ? Vous contemplez ses bras ou vous écoutez son discours ? La violence de la féminité joue contre l'intelligence de ses propos. Faut-il qu'une femme soit physiquement moyenne, un peu boudinée, pour convaincre un parterre masculin ? La politique conservatrice de Thatcher fut beaucoup plus grave que sa mise en pli. Les rondeurs de Merkel ont peu d'influence sur la crise de l'euro. Même si l'élégance favorise la chance, la beauté reste une option, un bonus. Regardez la silhouette d'Obama. Et ensuite, regardez la silhouette de Bush. Vous avez compris. Une femme belle doit faire des efforts pour avoir l'air vrai. Si l'ordonnance d'avril 1944 lui donne le droit de vote, du statut d'électrice à celui de candidate, le chemin fut long. Au moindre faux pli, on lui fera comprendre que ça ne va pas.
Après la vie intellectuelle et sentimentale, après les enfants et les vêtements, où est la place de la révolution dans le cœur des femmes ? Voter, ouvrir un compte, faire des chèques, est-ce possible en une seule fois ? Y a-t-il une fonction maternelle en politique ? Celles qui ont reçu une éducation religieuse, comment font-elles ? Comment se débrouiller avec la bienveillance, l'abnégation, le catéchisme ? Que dire aux enfants du bon Dieu sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? Dans les années 50, il était révolutionnaire de poser en tailleur avec un petit chien en laisse, d'acquérir une machine à laver en 60, doter le soutien-gorge en 70. La Dauphine fut-elle révolutionnaire ? Et la chambre de bonne ? La vie de couple reporté ? Contraception et avortement sont-ils l'ultime critère ? Une fois ces acquisitions acquises, la femme entra en politique pour faire rédactrice ou standardiste, serveuse, femme au foyer. Quand la situation l'exige, l'homme ne doit pas négliger ses émotions, la femme non plus. Regardez le couple Obama en campagne. Vous pensez que l'amour aide, favorise le succès ? Le baiser d'Hillary et de Bill vous a légèrement remué. Ce sont des moments où la politique se rapproche de la poésie. On aimerait respirer des fleurs, contempler le crépuscule, on se sent littéraire, altruiste, avec une capacité de compréhension accrue. On imagine de grandes choses, on voudrait écrire un roman, commencer un poème. On ne tranche plus entre le beau et le vrai. Si Beckett a commencé par la poésie, c'est le théâtre qui l'a rendu célèbre, grâce à des personnages ni beaux ni laids, qui attendaient quelque chose, ne croyaient pas en Dieu. Ni prêtre, ni prophète, l'écrivain révèle les limites de l'homme, l'impuissance du politique, le mensonge des religions. À la bonne température, il capte son sujet, ouvre la fenêtre, ôte ses chaussures. Les chaussures sont importantes pour le confort du philosophe. Jean-Jacques voyait le bonheur dans les plantes, la promenade, la rêverie, des notions simples auxquelles il ajoutait quelque chose de moins pur, la politique. Il possédait une petite rente sans être noble, portait des chaussures au lieu de sabots, ôtait sa perruque le soir. Ainsi nous revient la leçon de Rousseau, les fleurs plutôt que les idées, les plantes au lieu des systèmes, la quête d'un monde meilleur. Si j'avais eu à choisir le lieu de ma naissance, j'aurais choisi une société bornée par l'étendue des facultés humaines, où chacun, suffisant à son emploi, nul n'eût été contraint de commettre à d'autres les fonctions dont il était chargé. Un État où tous les particuliers, se connaissant entre eux, les manœuvres du vice, ni la modestie de la vertu, n'eussent pu se dérouler au jugement du public, et où cette douce habitude de se voir et de se connaître fit de l'amour de la patrie l'amour des citoyens, plutôt que celui de la terre. J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain et le peuple ne puissent avoir qu'un seul et même intérêt, afin que tous les mouvements de la machine ne tendissent jamais qu'au bonheur commun. J'aurais voulu naître et mourir libre, c'est-à-dire tellement soumis aux lois que ni moi, ni personne n'en put secouer l'honorable joug, ce joug salutaire et doux que les têtes les plus fières portent d'autant plus docilement qu'elles sont faites pour n'en porter aucun autre. Il s'ensuit que j'aurais voulu naître sous un gouvernement démocratique, sagement tempéré.